Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa sur RTI. Merci de suivre ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Ces 2 dernières semaines, je vous ai emmené le long de la célèbre ligne de chemin de fer d'Alishan pour visiter des constructions contemporaines en bambou en perspective du Congrès mondial du bambou qui aura lieu à Taïwan en 2024. Nous parlerons encore de bambou aujourd'hui en tant que plante et matériau potentiellement intéressants dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. J'ai assisté ce week-end à la conférence Next Generation Bamboo organisée par l'Association taïwanaise du bambou présidée par l'architecte Gan Mingyuan. Il y avait 3 thématiques, innovation, solutions pour atteindre la neutralité carbone et design. Tout était bien sûr très intéressant et d'ailleurs j'ai découvert une entreprise taïwanaise qui fabriquait des boîtes repas en un matériau fait à partir de bambou et 100% biodégradable. Aujourd'hui, je ferai un focus sur la thématique le bambou comme solution pour atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est l'objectif que Taïwan, comme de nombreux autres pays tels que la France, se sont fixés. Sur ce sujet, il y avait 2 intervenants, Madame Liu Wanyu, professeure au département des forêts de l'Université nationale Zhongxing, et Monsieur Li Jianming, professeur à l'Université de Taipei et président de l'Association taïwanaise pour une société bas carbone et une économie verte. Liu Wanyu a parlé du potentiel du bambou pour la séquestration de carbone et la compensation des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du marché mondial du carbone. Dans le contexte actuel où les États cherchent à réduire leurs émissions pour lutter contre le changement climatique, la séquestration du carbone fait l'objet de plus en plus de recherches. Il y a 2 manières de procéder, soit par l'ingénierie, soit de manière naturelle. La géo-ingénierie visant à séquestrer le carbone produit par les activités industrielles, voire même à modifier le climat, se base sur de hautes technologies qui ne sont pas encore tout à fait au point, qui sont très coûteuses et souvent énergivores. Les solutions de séquestration naturelle ou bioséquestration sont donc à la fois plus simples et moins coûteuses. Cela consiste notamment à favoriser les puits de carbone, que sont les forêts, l'océan et les sols, qui absorbent le CO2 en circulation dans l'atmosphère, le piègent, puis le recyclent en oxygène. Dans ce cadre, le bambou a une place importante, selon Madame Liu. En effet, la photosynthèse du bambou est supérieure par rapport à certains arbres, car le bambou reste vert toute l'année et croît beaucoup plus rapidement. Le bambou absorbe davantage de gaz à effet de serre que les arbres et rejette également plus d'oxygène. En outre, une fois coupé, le bambou peut être utilisé pour construire et ainsi continue à stocker du carbone. On voit bien quels sont les avantages du bambou dans la lutte contre le changement climatique. Où en est le gouvernement taïwanais pour comptabiliser le bambou dans la comptabilité carbone ? Il y a 3 manières de le comptabiliser. Dans les forêts déjà existantes, les nouvelles plantations de bambou et le bambou utilisé dans la construction. Actuellement, en ce qui concerne le bambou, Taïwan ne comptabilise la séquestration de carbone que pour les nouvelles plantations. Le gouvernement taïwanais comptabilise certes la séquestration de carbone des forêts, mais sans faire la différence entre les arbres et le bambou. Madame Liu préconise de différencier cela dans la comptabilité, comme en Chine, dont la loi est plus avancée que Taïwan dans ce domaine et qui a même une comptabilité spécifique pour le bambou. Quant à la séquestration de carbone dans les constructions en bambou, Taïwan n'en tient pas compte et à cet égard, Madame Liu préconise de prendre exemple sur les États-Unis qui sont très en pointe dans ce domaine et ont déjà développé une telle comptabilité, notamment dans les cas de figure où le bambou remplace des matériaux de construction dont la fabrication émet beaucoup de carbone. Bien sûr, elle a rappelé qu'il faut privilégier le bambou produit localement, car si on l'importe, le transport émet aussi beaucoup de gaz à effet de serre. A priori, pour Taïwan, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, car le bambou y pousse très bien, mais à condition de développer une filière, comme je vous l'ai expliqué récemment, car celle-ci est encore balbutiante. D'après Madame Liu, planter des forêts de bambou, conserver des plantations existantes et utiliser le bambou pour construire ou fabriquer des meubles, comme c'est la nouvelle tendance chez Ikea, peut être une solution pour compenser les émissions des entreprises. Elle a précisé que les grandes entreprises de l'Internet, qu'on surnomme les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, sont les entreprises qui militent le plus en ce sens.
Elle a aussi cité l'exemple de la multinationale Nestlé qui coopère avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'Organisation internationale du bambou INBAR pour planter des bambouseraies aux Philippines. En effet, les pays industrialisés ont délocalisé ces dernières années leurs usines dans les pays dits en développement et ont donc délocalisé la pollution et les émissions de gaz à effet de serre dans ces pays. Le fait de planter des forêts, et notamment du bambou, pour constituer des puits de carbone dans ces pays, puis les transformer en crédit carbone à revendre aux entreprises qui émettent trop de carbone, pourrait aider selon elle ces pays en développement à compenser leurs émissions. Monsieur Li Jianming a présenté, quant à lui, le cadre global dans lequel s'inscrit ce mécanisme de compensation carbone. Il s'est rendu à la récente conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP27, en Égypte, bien que Taïwan n'ait pas pu y participer officiellement, puisque ne faisant pas partie des Nations Unies. 7 ans après l'accord de Paris, lors de la COP21, on se rend compte que les engagements pris par la plupart des pays n'ont pas été tenus et qu'il ne sera certainement pas possible d'atteindre l'objectif de rester sous la barre des 1,5 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle. Face à la difficulté de réduire les émissions de CO2 dans les pays industrialisés, il a expliqué l'importance de compenser les émissions, notamment en plantant de nouvelles forêts. Mais que ce soit en Suisse ou à Taïwan, la superficie disponible pour planter des forêts est limitée. Il faut donc passer à l'échelle mondiale et mettre en place un marché de compensation carbone au niveau global, accompagné d'une gouvernance globale. C'est ainsi que l'Union européenne a par exemple promis de consacrer des sommes considérables pour les forêts de certains pays africains. À Taïwan, l'entreprise Chimei, qui fabrique des produits chimiques et synthétiques, est la première à mettre en œuvre ce mécanisme de compensation carbone à l'étranger. L'année dernière, l'entreprise a acheté 10 000 tonnes de crédit carbone sur la bourse Singapore's Global Carbon Exchange Climate Impact X. D'après le communiqué, la source de ces 10 000 tonnes de crédit carbone provient de projets de conservation de la forêt au Cambodge et au Pérou. Monsieur Li Jianming espère que Taïwan mettra en place prochainement une telle bourse d'échange afin que les entreprises taïwanaises n'aient plus besoin de passer par celle de Singapour pour compenser leurs émissions carbone. À terme, ce marché devrait être mondialisé. Monsieur Li a précisé que ce mécanisme est différent du marché carbone que l'on trouve par exemple en Europe avec l'émission de quotas pour les entreprises et d'échange de droits d'émission. Là, il s'agit de compenser les émissions de carbone en protégeant la nature. En plus de cette évolution pour les entreprises, il a aussi présenté une évolution de la consommation des ménages à travers un compte carbone pour chaque individu relié à une carte bancaire qui permet de comptabiliser l'empreinte carbone de chaque achat, en plus de comptabiliser l'empreinte carbone de nos déplacements et de notre consommation énergétique à travers des compteurs électriques connectés. Certaines banques proposent déjà une telle carte bancaire à Taïwan et M. Li espère que ce concept de compte carbone individuel va se généraliser rapidement. Il a également cité les GAFAM comme étant les entreprises les plus exemplaires en matière de compensation carbone, notamment Microsoft qui devrait atteindre la neutralité carbone non pas en 2050 mais en 2040 grâce à ces mécanismes de compensation. En effet, Microsoft et la fondation Bill et Melinda Gates achètent des terres arables dans le monde entier, ce qui devrait faciliter la compensation carbone de l'entreprise au niveau international, puisque Microsoft considère la nature comme du capital, d'après ce qu'indique M. Li. Après la conférence, pendant les interactions avec le public, une personne a rappelé le scandale de compensation carbone par le musée des Beaux-Arts de Taipei en 2020. En effet, cette année-là, le musée a voulu compenser les émissions dues à une exposition en plantant des arbres. Or, les ONG de défense de l'environnement ont découvert qu'avant de planter les arbres, la forêt a d'abord été rasée, avec la biodiversité préexistante, pour planter une seule espèce d'arbre. Madame Liu s'en est sortie avec une pirouette en expliquant que les jeunes forêts stockent plus de carbone que les vieilles forêts. Comme cet exemple nous permet de le voir, la compensation carbone par la reforestation, comme chaque nouvelle solution, apporte aussi son lot de nouveaux problèmes. La compensation carbone de l'entreprise Chimei au Cambodge, par exemple, laisse dubitatif quand on sait que le Cambodge est l'un des pays où la déforestation est la plus forte. Quel organisme va vérifier que les arbres n'ont pas été plantés après avoir rasé la forêt ou exproprié des habitants, comme c'est souvent le cas au Cambodge ? Si c'est le gouvernement qui s'en charge, comment peut-on lui faire confiance étant donné le niveau très élevé de corruption ? Si c'est un organisme mondial, ne risque-t-on pas de créer une usine à gaz bureaucratique ?
Ce mécanisme de compensation ne permettra-t-il pas, in fine, aux multinationales de continuer à émettre alors qu'il est difficile de connaître réellement l'impact, voire même la réalité de la reforestation sur le terrain ? N'est-ce pas une manière pour les pays les plus riches d'utiliser une nouvelle fois les pays les plus pauvres dans leur propre intérêt ? Par ailleurs, s'il faut investir dans la reforestation pour compenser ces émissions, les grandes entreprises, notamment les multinationales du numérique, qui font d'ailleurs souvent de l'évasion ou de l'optimisation fiscale, n'ont-elles pas plus de moyens que les PME pour ce faire ? Lorsque chaque individu se verra attribuer un compte carbone, pourquoi les individus n'auraient-ils pas droit eux aussi, comme les entreprises, à compenser leurs émissions en achetant sur un marché une plantation de bambou par exemple ? Dans ce cas, n'est-ce pas les plus riches qui auront les moyens de compenser ? N'est-ce pas tout simplement une vision utilitariste de la nature qui n'est en rien différente de la vision actuelle qui nous conduit droit dans le mur ? Est-ce une vraie transition si la société reste basée sur la consommation ? Est-ce vraiment réaliste et pertinent de tout calculer, tout mesurer, tout contrôler ? Le marché peut-il réguler la nature ? D'ailleurs, faut-il préserver la nature parce que cela rapporte ? Ou bien est-ce important de préserver la nature en soi ? C'est l'une des questions soulevées par la philosophe Virginie Maris dans ses livres. Tout cela me fait penser à la discussion que j'avais eue avec M. Wei Renzheng, le directeur du lycée Hand, où les jeunes apprennent en construisant en matériaux naturels. Je l'avais interviewé en février dernier et lui avais demandé s'il pensait que le fait que Taïwan s'était fixé l'objectif de neutralité carbone en 2050 allait permettre de faire évoluer la législation et les pratiques dans le domaine de la construction. Lui, qui a eu de nombreuses interactions avec le gouvernement, m'a pourtant répondu qu'il n'y croyait pas du tout et que l'objectif de neutralité carbone allait simplement se traduire par un changement de comptabilité des émissions de gaz à effet de serre. Après avoir assisté à la conférence du week-end dernier, je comprends désormais beaucoup mieux sa réponse. Pour nuancer, je voudrais quand même parler d'une initiative du Bureau taïwanais des forêts qui n'a pas été mentionnée lors de cette conférence. Il s'agit de Shetu Linye, communauté forestière. Des projets pensés et mis en œuvre par les habitants qui vivent à la lisière des forêts, des projets qui bénéficient à ces habitants, mais qui permettent aussi de protéger les forêts et leur biodiversité. Cette approche part du terrain et vise à une vie plus en harmonie avec la nature. C'est ainsi que nous touchons déjà au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura apporté du grain à moudre, car il y a matière à réfléchir. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, sur le terrain cette fois-ci. Je vous emmènerai à Taichung pour vous faire découvrir une construction en terre dans une oasis de verdure au cœur de la ville. En attendant, bonne continuation sur les ondes de RTI.